Là, je m'adresse bien sûr aux candidats. Donc, je vais directement poser la première, qui est fortement liée à l'actualité. Qu'en est-il de ces entraînements HIIT et donc avec l'actualité du Covid, est-ce qu'on peut toujours les pratiquer avec cette même intensité, donc l'intensité maximale pour les all-out par exemple? Oui, merci pour la question. C'est vraiment une très chouette question maintenant. Donc, je pense qu'il faut bien faire une différence entre des joueurs qui sont très entraînés et, je dirais, monsieur et madame tout le monde qui auraient la bonne idée de refaire du sport maintenant parce qu'ils n'en a plus fait depuis 5 ans. Donc, autant, je pense qu'il faut déconseiller aux gens qui n'ont plus fait de sport depuis 5 ans de s'y remettre de manière intense. Alors, ça ne les empêche pas d'aller faire de la marche rapide, mais ce n'est pas le moment de refaire 3 fois 40 minutes de jogging par semaine si on n'a plus rien fait depuis des années. Mais par contre, ici, avec vos joueurs de football, eh bien, vous avez je dirais, vous avez des athlètes qui sont très entraînés, donc le risque est beaucoup moins grand. Alors, quels sont les risques? Mais le risque, en fait, c'est pour le système immunitaire et c'est pour le cœur. Donc, on va peut-être un peu se remettre dans le contexte qu'on connaît maintenant, hein, le Covid. Donc, c'est quoi ce problème? Le Covid, c'est une maladie. C'est une maladie qui est induite par un virus, et le virus, on l'appelle le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, c'est un coronavirus, donc c'est un virus, famille de virus qu'on connaît, mais celui-là, on ne connaissait pas, donc c'est un nouveau virus. Et donc, le virus peut infecter les gens, peut rentrer dans le corps de personnes et induire la maladie. Il n'induit pas la maladie chez tout le monde. Il y a plein de gens, c'est ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Donc, il y a plein de gens qui ont le virus, mais qui ne sont pas malades. Ce sont les asymptomatiques. Et puis, chez les gens qui sont malades, bon, il y a la plupart des gens, c'est pas très grave. C'est un bon rhume, c'est une bonne grippe. Bon, certains restent une semaine ou deux au lit. Et puis voilà. Et puis, il y en a seulement une petite minorité qui vraiment sont très malades et doivent être hospitalisés aux soins intensifs. Et même, il faut les mettre sous sédation, comme on dit, donc sous un coma artificiel et les intuber de telle manière à pouvoir les mettre sous respirateur artificiel pour les maintenir en vie. Et donc, ça, c'est gravissime. Alors, le problème chez les sportifs, c'est quoi? Eh bien, c'est au moment où ils sont infectés et où ils n'ont pas déclenché la maladie. Parce que le moment où ils ont déclenché la maladie, ça c'est clair. Dès qu'on a la toux, la fièvre, etc., il faut arrêter. C'est stop, fini, et on se soigne. Mais il est possible qu'on ait des joueurs de football qui soient porteurs du virus et qui soient dans cette catégorie de gens qui n'ont pas déclenché la maladie et qui sont asymptomatiques. Et le fait de faire des entraînements de très haute intensité, surtout à des fréquences cardiaques très élevées, eh bien, peut, entre guillemets, déclencher la maladie. Et elle va déclencher la maladie si l'entraînement, ça peut se faire à deux conditions. C'est si on a des fréquences cardiaques qui sont particulièrement élevées. Et donc, ce que l'on va recommander, c'est de rester en dessous de 80% de la fréquence cardiaque maximale théorique. Donc, on peut faire du HIIT, mais on ne va pas faire trop de répétitions. D'accord. Dans une même série, on ne va pas faire trop de répétitions et on va monitorer la fréquence cardiaque et on va dire, voilà, quand on arrive à 80% de la fréquence cardiaque maximale, eh bien, on arrête. Donc, la fréquence cardiaque maximale, c'est généralement 220 moins l'âge. Donc, si vous avez 20 ans, 220 moins votre âge, fréquence cardiaque maximale 200, 80% de ça, 160 pulsations par minute. On met le sport tester, on met le cardiofréquencemètre et on met une alarme à 160 pulsations par minute. Et quand on arrive au-dessus de 160 pulsations par minute, eh bien on arrête la série. Donc, mais je veux dire, à part cela, il n'y a pas vraiment de danger. Il y a un autre problème qui peut survenir, c'est si vous faites un très grand volume d'entraînement. Donc, si, par exemple, vous faites un stage, ce n'est pas le moment de faire un stage. Parce que si vous faites un stage, vous allez mettre un grand volume d'entraînement et ce qui va se passer, c'est que votre système immunitaire va être quelque peu déforcé pendant quelques jours. Et donc, ça, ce n'est pas le moment, évidemment, parce que si vous êtes porteur du virus et que vous êtes dans cette catégorie, heureusement pour vous, de personnes asymptomatiques, ça veut dire que votre système immunitaire fonctionne bien. Si vous mettez votre système immunitaire en danger, eh bien, vous pouvez déclencher la maladie. Donc, je dirais utiliser du HIIT, certainement pour l'instant, mais attention, ne pas aller dans des fréquences cardiaques trop élevées et ne pas faire un trop gros volume d'entraînement. Donc, faire ce que les gens ont l'habitude de faire. Il ne faut pas, c'est pas le moment de surcharger, d'augmenter la charge d'entraînement. Parfait. Alors pour les candidats, je me permets de vous envoyer également vers le site du CAPS. Donc le CAPS pour le moment organise des webinaires tous les jeudis soirs. Et justement, le premier webinaire de cette série était consacré donc justement à la pratique sportive, à la préparation physique, justement par rapport
à cette actualité donc, du Covid. Et donc là, vous aurez encore un complément d'information si vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Je me permets, Pierre, donc il est disponible, donc on l'a fait. Donc on fait ça tous les jeudis à 18h. Et donc le premier webinaire qu'on a donné, c'était vraiment la thématique. Et donc il est disponible, donc on peut le revoir. Alors, j'ai une question par rapport au processus énergétique. Elle est arrivée assez tôt dans la matière, mais je préférerais la garder pour ici. Donc voilà, on démarre les exercices. On va commencer par les processus plutôt anaérobie. Mais est-ce qu'il y a moyen d'aller plus vite vers le processus aérobie? Donc, est-ce qu'il s'enclencherait plus vite si, par exemple, on souffre d'un rhume ou d'une maladie certaine? Donc, est-ce que l'activation peut être plus rapide de ce processus aérobie? Je ne vois pas cela dans le cas de la maladie, mais je vois ça effectivement dans le cas d'un match. Donc en fait, la plupart des expériences que je vous ai montrées, c'est des sujets qui partent au repos. Donc l'augmentation de l'activation du système aérobie se fait à partir d'un métabolisme qui est un métabolisme de repos, ce qui n'est pas vrai quand vous êtes en match. Quand vous êtes en match, vous avez fait un exercice de haute intensité, puis après avoir fait l'exercice de haute intensité, vous avez peut-être réduit l'intensité de l'exercice, mais vous n'êtes pas revenu au repos. Donc effectivement, il est vraisemblable que les études que je vous ai montrées ont tendance à sous-estimer la participation du métabolisme aérobie pendant le match, parce qu'on ne part pas du repos, mais on part déjà d'un métabolisme qui est activé. Ça va, merci. Question sur la PCR. On peut s'attendre à devoir attendre combien de temps pour avoir une recharge vraiment complète? Et donc, PCR, je voudrais revenir à mon Covid. On parle beaucoup de tests PCR maintenant. C'est PCR pour deux choses. Donc, les tests PCR pour le Covid, c'est ce qu'on appelle le Polymerase Chain Reaction. Donc, c'est un système de dosage assez classique dans les labos. Et moi, je vous ai parlé de la PCR pour la phosphorylcréatine. D'accord? C'est aussi PCR, c'est deux fois les mêmes lettres, mais ça ne veut pas dire la même chose. Alors, la réplétion de la phosphorylcréatine, elle prend de l'ordre de 3 minutes à partir du moment où on l'a déplétée complètement. Et pour la dépléter complètement, il faut des exercices de plus de 30 secondes. Donc, il est peu vraisemblable que pendant un match de football, on arrive à la dépléter complètement. On va la dépléter, mais on ne va sans doute pas arriver à la dépléter complètement. Donc, pendant un match de football, à mon avis, ça va se resynthétiser plus vite. Parfait, merci. Il y avait une question sur les tests. Est-ce qu'en combinant le test de Véronique Billa et le test de temps limite, on peut s'approcher d'un test, on va dire, plus spécifique? Oui, c'est quelque chose qui peut être. Donc, je n'ai pas évoqué le test de temps limite, mais effectivement, c'est une bonne question. Moi, je vous ai suggéré le test intermittent parce qu'en fait, il représente assez bien ce qui se passe dans du football. C'est-à-dire, il y a un temps d'activité et puis il y a un temps de récupération qui n'est pas tout à fait passif, mais qui est actif à faible intensité. Donc ici, dans la marche, mais je pense que la proposition est tout à fait pertinente. Donc moi, on fait des tests tous les jours au labo quasiment, sauf pour l'instant où on est fermé évidemment, mais paradoxalement, je ne suis pas un... je dirais, quel que soit le test que vous faites, si c'est un bon test, et je vous en ai présenté plusieurs, je ne vous ai pas dit il y en a un et un seul bon, il y en a plusieurs, ce qui est très important, c'est de le faire dans des conditions qui sont bien standardisées et de faire toujours le même. Ça, c'est très important. Parce que si vous faites toujours le même test avec vos joueurs, vous pourrez comparer les joueurs entre eux et vous pourrez comparer les joueurs par rapport à eux-mêmes dans l'évolution de leur processus d'entraînement. Donc, il faut bien choisir son test au départ, mais surtout, quand on l'a bien choisi, il ne faut pas en changer et toujours répéter le même test dans les mêmes conditions de standardisation parce que c'est ça qui va vous donner de l'information. Merci. D'ailleurs, je vous renvoie, cher candidat, vers le module de M. Nicolas Benoît. Je pense qu'il a insisté assez fortement sur ce point justement de reproductibilité des différents tests que vous voulez mettre en place. Alors, une question sur le travail aérobie. En gros, quelle est la durée minimale pour obtenir une adaptation si on fait par exemple un footing ou une séance en dehors des HIIT? Tu peux répéter parce que je crois que je n'ai pas compris. Oui, pardon. Donc, c'est en gros, si on fait du travail aérobie plutôt de base, quelle est la durée minimale de ce travail pour avoir un minimum d'adaptation? Alors, ça dépend très fort du niveau d'entraînement. Donc, si vous avez affaire à des gens qui ne sont pas entraînés,
Bon, c'est simple, hein. Comme je dis toujours à mes étudiants, prenez les types non entraînés, vous les agitez un peu, ils vont progresser, hein. C'est pas pour ça que vous êtes un génie de l'entraînement, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est une fois que vous avez des gens qui sont très entraînés, et de les faire encore progresser. Ça, c'est vraiment très compliqué. Et donc, on a beaucoup de données qui montrent que des entraînements disons, continus d'intensité moyenne, ça ne me permet plus de faire progresser des gens qui sont très entraînés. Donc, des gens très entraînés, nécessairement, il va falloir passer par du HIT. Ça me permet peut-être, c'était pas l'objet ici, et j'imagine que c'est abordé par ailleurs, mais de faire un tout petit excursus chez les jeunes, hein, chez les enfants. Donc, chez les enfants, en fait, ce genre d'entraînement n'a vraiment de sens qu'après la puberté. Donc, je pense toujours parce qu'en fait, les adaptations physiologiques n'ont véritablement se mettre en place que quand le pic de croissance sera terminé. Avant le pic de croissance, ce que peuvent faire les enfants, voilà, c'est jouer, c'est bien s'amuser, c'est sans doute apprendre la tactique, etc. Ils vont faire essentiellement des sprints de courte durée. Hein. Naturellement, c'est ce qu'ils font. Si vous voulez garder des enfants dans une classe, dans une cour de récréation, ce qu'ils font, c'est l'entraînement par intervalle. Hein. Ils vont jamais courir en continu, d'accord. Ils vont courir un petit peu, puis ils vont se reposer, puis ils vont recourir, et puis ils vont se reposer. C'est ce qu'ils font spontanément. Si vous les faites courir de manière continue, vous allez surtout les emmerder, et donc vous risquez de les perdre, et ils vont aller faire autre chose, et ça va pas changer la face du monde. Donc véritablement, cet entraînement physique, hein, faire le physique d'un athlète, c'est surtout après la puberté qu'il faut le faire. Avant, bon, vous n'allez pas avoir énormément de bénéfices et vous allez surtout les dégoûter, perdre votre temps. Merci. J'ai encore une autre petite question, mais la réponse est intervenue un peu dans celle-ci. Est-ce que c'est intéressant de placer des sorties longues d'entraînement de course à pied dans le cadre de l'entraînement football? Je pense vraiment que ça n'a pas sa place. Bon, vraiment, je pense que ça n'a pas sa place. Je sais que je vais à l'encontre de toute une série de pratiques et de ce qui se faisait sans doute avant. Moi, je pense que un joueur de football ne devrait pas faire euh, de jogging d'une heure, quoi. Pourquoi? Parce que en fait, il va se ralentir. Donc, ce qu'il va faire quand il va faire son jogging d'une heure, c'est que bien sûr, il va améliorer sa condition physique, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va exprimer ce qu'on appelle le phénotype lent, c'est-à-dire il va exprimer des fibres musculaires lentes. Et s'il exprime des fibres musculaires lentes, il va peut-être très endurant, mais ce qu'il faut chez un joueur de foot, c'est pouvoir démarrer rapidement. Et pour pouvoir démarrer rapidement, il faut des fibres rapides. Donc, vous n'avez pas du tout intérêt à développer l'endurance en développant le phénotype lent. Vous avez intérêt à développer le phénotype rapide. Pour en revenir à une des toutes premières images, une image un peu compliquée là, que je vous ai montrée avec les voies métaboliques au départ, hein, je vous ai dit, les lipides, ils interviennent relativement peu dans un match de foot. C'est surtout les glucides qui vont intervenir dans un match de foot. Et en fait, ce que vous allez faire lorsque vous allez faire un jogging d'une heure, c'est que vous allez surtout travailler le métabolisme des lipides. Donc, vous allez travailler un truc, entre guillemets, qui ne vous sert à rien, quoi. Donc, vraiment, je pense que ce qui est important chez le joueur de foot, c'est des entraînements de haute intensité qui doivent avoir une certaine durée, hein, donc dans des entraînements d'intervalles longs, mais les entraînements continus de faible intensité, ça, je banndirais. Maintenant, je vais être un peu plus nuancé. On peut imaginer faire des entraînements, des sorties continues, mais alors ce qu'on peut faire, c'est varier l'intensité. Donc, c'est de faire. Donc, on peut faire des séries. Hein. Donc, quand je vous ai montré les séries tout à l'heure, je vous ai dit, oui, on peut faire la récup passive ou active. Si vous faites la récup active, vous pouvez très bien faire ça sous forme d'un jogging de 40 minutes, où vous faites des entraînements, des intervalles de haute intensité, suivis d'entraînements de basse intensité, et finalement, vous allez courir, si toutes les récupérations sont actives, vous allez courir en continu pendant 40 minutes. Et si vous voulez aller faire ça dans les bois parce que vous trouvez ça plus sympa, c'est très très bien. Mais je pense que ce qu'il faut éviter, c'est des entraînements de faible intensité et de longue durée à intensité constante. Il faut varier l'intensité et il faut faire de la haute intensité. Parfait. Alors, j'ai un candidat qui aimerait bien poser sa question oralement. Donc, Ronald, je t'active ton micro. Voilà ce qui est fait. Tu peux poser ta question, Ronald. J'en avais deux questions. La première, c'était concernant le renouvellement d'ATP, donc la
il y a le à travers la donc, la tête, comme le professeur le disait, on va peut-être entraîner une fatigue. Et la tête est issue de la décomposition de l'acide lactique et du proton actif. En fait, il y a des exercices que c'est plutôt ce proton actif qui va rapidement provoquer la fatigue, donc la désintegration musculaire, en l'occurrence la fatigue, et qu'elle pourrait être atténuée par l'apport d'une base, d'une solution basique, en l'occurrence C'est bicarbonate. le bicarbonate de sodium, effectivement, de savoir si elle était fondée. Et puis, la deuxième question, c'est de savoir au niveau de la performance à répéter des efforts à haute intensité. Donc, en fait, on a parlé tout à l'heure des facultés chez certaines personnes, par exemple, dans le processus de gestion systémique, la force des poumons, une hypertrophie de ces organes avec le poumon, l'alvéole, chez certaines personnes va être appliquée, le permet d'avoir une performance plus élevée que les autres. Et alors, est-ce que c'est entraînable ou alors c'est naturel? Les gens qui naissent avec des volumineux ou un gros volume d'alvéoles, ça peut permettre d'avoir une certaine efficacité à répéter ce type de. Bien. Pierre, je vais répondre à la première question, mais je crains de ne pas avoir tout compris à la deuxième parce que le son n'était pas très bon. Donc la première, oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Donc ce n'est pas le lactate en lui-même qui est le problème, c'est le proton. Donc en fait, chimiquement, l'acide lactique, c'est un proton, H+, plus le lactate, hein, qui se termine par CO-. Et en fait, donc le problème, c'est effectivement, c'est pas le lactate en lui-même, c'est l'acidité qui va avec le lactate. Et donc, c'est cette acidité qui induit une partie de la fatigue, hein, pas toute la fatigue, mais ça contribue effectivement à la fatigue. Et donc, effectivement, une des stratégies, c'est d'essayer de tamponner cette acidose. Et donc, sachez que nos muscles sont d'excellents tampons. Donc, nos muscles ont une capacité tampon qui est absolument remarquable. Et ce que l'on fait quand on s'entraîne, quand on fait des entraînements, typiquement des entraînements, surtout les entraînements que je vous ai montrés tout à l'heure, surtout les entraînements longs, eh bien, vont avoir une influence sur la capacité tampon. Ce sont des choses qui ont été démontrées. Donc, les gens qui sont bien entraînés, eh bien, ils ont une meilleure capacité tampon, et donc ça retarde la fatigue. Alors effectivement, il y a des stratégies de compléments alimentaires qui permettent de limiter cette fatigue. Enfin, cette acidose, on peut bouger un peu cette acidose. Alors, ce n'est pas évident à mettre en œuvre. Donc, il y a celui qui est le plus connu et que j'ai évoqué, donc, qui est les supplémentations en bicarbonate. Alors, le problème des supplémentations en bicarbonate, c'est que le bicarbonate, c'est dégueulasse à manger, qu'il faut en prendre beaucoup. Donc, il ne faut pas croire que quelques milligrammes, ça suffit. Il faut prendre à peu près 30 grammes de bicarbonate pour avoir des effets. Et que ce bicarbonate, il est extrêmement indigeste. Et que si vous donnez 30 grammes de bicarbonate à votre joueur, par exemple 1 heure avant le début d'un match, eh bien, il y a quand même une certaine probabilité pour que votre joueur ne démarre pas le match, parce qu'au moment de démarrer le match, il sera aux toilettes parce qu'il aura une fameuse diarrhée. Et donc ça, c'est un des gros problèmes avec les bicarbonates, c'est les ennuis gastriques que l'on a. Alors il y a des stratégies dans lesquelles on donne les bicarbonates de manière étagée sur plusieurs heures. Donc on commence le matin, etc. Et on va plus enfin, on le donne petit à petit. Oui, ça limite les désagréments, gastro-intestinaux, mais les désagréments gastro-intestinaux, ils sont pas rares. Alors, il y a un autre système qui est donné, par exemple, un citrate de sodium. Un citrate de sodium, ça va aller aussi. On va avoir le même genre d'effet, on aura moins de problèmes gastro-intestinaux. Alors, il y a une toute autre stratégie qui est donnée de la bêta-alanine. La bêta-alanine, c'est quoi? C'est un acide aminé qui intervient dans la formation du principal tampon que nous avons dans le muscle et qu'on appelle la carnosine.
Donc, la carnosine, c'est en fait un dipeptide, c'est-à-dire deux acides aminés, la bêta-alanine et l'histidine. Et donc, qui vont se mettre ensemble pour former de la carnosine. Et le facteur limitant la synthèse de cette carnosine, eh bien, c'est la disponibilité en bêta-alanine. Le problème de la bêta-alanine, c'est qu'il faut en donner beaucoup, de l'ordre de 5 à 6 grammes par jour, et il faut donner ça longtemps, de l'ordre de 5 à 6 semaines. Donc, si on donne ça pendant 5 à 6 semaines, eh bien, on peut avoir des effets, et ça, ce sont des effets avérés, et on n'a vraiment pas de problème au niveau gastro-intestinal, etc. C'est vraiment très bien. Mais donc, ça demande une compliance, ça demande que les joueurs, on donne ça donc 3 ou 4 fois par jour, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'ils soient d'accord, il faut qu'ils n'oublient pas de prendre leur bêta-alanine, etc., etc. Le problème, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez pas donner ça pendant toute l'année, parce que dans tous les processus physiologiques, c'est toujours la même chose, c'est que vous avez des habituations. Et donc, il faut toujours donner à un certain moment et puis arrêter. Et donc, il faut savoir quand vous allez donner, quand vous allez faire la cure de bêta-alanine. Enfin, on pourrait typiquement imaginer, par exemple, que chez des joueurs qui vont, par exemple, faire une Coupe du Monde, ah oui, pas au gardien, évidemment, le gardien, ça n'a rien à voir, mais même avec certaines places, parce qu'il y a certaines places qui sont quand même plus sujets à l'acidose que d'autres, bien que certaines places, on leur suggère 5 semaines ou 6 semaines avant la Coupe du Monde qu'on fasse des suppléments en bêta-alanine. Oui, ça a certainement du sens. Et on peut même compléter la bêta-alanine avec un peu de bicarbonate, parce qu'en fait, les deux processus sont des processus un peu différents. Et donc, c'est des effets qui peuvent s'additionner. Mais honnêtement, les bicarbonates, moi je suis toujours très prudent avec les bicarbonates parce qu'on a beaucoup d'ennuis avec ça. Donc je suis très très prudent. Il faut bien essayer ça à l'entraînement pour être sûr qu'au moment de la compétition, on ne rend pas le joueur plus malade qu'autre chose. Alors la deuxième question, honnêtement, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas, Pierre, si tu peux m'aider. Malheureusement, non. La deuxième question, c'était concernant l'hypertrophie des organes, par exemple les poumons et les alvéoles, des personnes qui ont des prédispositions à soit des gros volumes, par exemple, des organes tels que les poumons et les alvéoles. Est-ce qu'ils sont favorables à de grosses performances à répéter des high intensity training? Comment les entraîner si oui? Est-ce que c'est naturel ou c'est entraînable? Donc, si je comprends bien, parce que le son est vraiment mauvais, c'est une question qui a rapport avec le volume pulmonaire et le volume des alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, exact. Oui. On est d'accord. Donc, je dirais que chez l'humain, ça a relativement peu d'importance tant qu'on est au niveau de la mer. Tant qu'on est au niveau de la mer, donc en fait, le problème de ce qu'on appelle la diffusion de l'oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires n'est pas un facteur limitant chez l'humain à l'exercice. L'humain en bonne santé, évidemment, pas les fumeurs, hein, ce qu'on appelle les BCPO, là, les types qui ont fumé toute leur vie et puis qui à 60 ans sont à l'hôpital un peu tout bleus. Évidemment, ceux-là, ils ont des problèmes. Mais je veux dire, chez quelqu'un qui est sain, qui a une fonction pulmonaire saine, la diffusion pulmonaire n'est pas un facteur limitant disons, à partir du moment où on joue au niveau de la mer. Donc, il ne faut pas trop s'en faire avec ça, sauf si un jour vous allez jouer à La Paz, parce que je ne sais pas si vous savez, mais à La Paz, donc en Bolivie, ils ont un terrain de foot qui est à, je ne sais plus combien, 3006, une histoire comme ça, je pense que c'est 3006 d'altitude, et puis pendant un certain temps, ils avaient cette bonne habitude, les Boliviens, chaque fois qu'ils devaient faire un match international, ils faisaient jouer à La Paz, comme ça, l'équipe adverse, eh bien, ils étaient cuits à cause de l'altitude dès le début de la deuxième mi-temps, et la FIFA a réglementé ça, ils ne peuvent plus faire leur match au-dessus, ils doivent jouer dans le stade qui est plus bas. Ceci, c'est pour l'anecdote, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Mais ça me permet peut-être de rebondir sur la question. C'est quand même l'entraînement des muscles de la respiration. C'est souvent quelque chose qu'on néglige. Donc, on entraîne beaucoup, il apparaît tout à fait logique qu'on va entraîner le quadriceps, les ischios, les mollets, les fessiers, etc. Tout ça paraît tout à fait logique. Et puis, il y a d'autres muscles, comme par exemple le diaphragme, les intercostaux, qui vont nous aider à respirer, qui sont des muscles qui vont donc nous aider à ventiler.
et qui sont des muscles comme les autres, et donc ils vont se fatiguer également comme les autres. Et donc faire des entraînements qui sont, entre guillemets, spécifiques pour ces muscles ont un certain sens. Et comment va-t-on les entraîner? D'abord en faisant des hautes ventilations. Donc des entraînements avec de hautes ventilations vont entraîner ces muscles, et donc c'est ce qu'on va retrouver dans le HIIT, hein, dans les entraînements dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il y a également certaines stratégies, mais alors c'est plutôt souvent les kinés ou les préparateurs physiques qui prennent ça en charge, c'est d'utiliser des espèces de masques là. Vous savez, il y a des espèces de masques que l'on vend, et en fait au début les gars ils vendaient ça en disant ça permet d'induire l'hypoxie. En fait, c'est de la vaste couillonnade, c'est pas vrai, ça n'induit absolument aucune hypoxie. Alors maintenant, ils ont changé leur slogan publicitaire, et ils disent ça aide à entraîner les muscles de la respiration. Et ça, c'est vrai. Ça n'induit absolument aucune hypoxie, mais ça aide à entraîner les muscles de la respiration. Donc, effectivement, ce genre de choses peut se révéler utile. Il ne faut pas oublier ces muscles de la respiration qui, à certains moments, à partir du moment où on a un match et on est en très haute ventilation pendant tout le match, eh bien, à un moment donné, les muscles de la respiration, comme tous les muscles, eh bien, ils peuvent se fatiguer. Voilà, c'était la dernière question que j'avais relevée via le chat. Donc, je pense qu'on peut tout doucement clôturer ici parce que je n'en ai pas de nouvelles, pas reçu de nouvelles. Donc, je pense qu'on est bon. Voilà. Moi, personnellement, je vous remercie pour ce module-ci qui était de nouveau encore très, très chouette et qui a permis d'aller encore plus loin dans les premiers thèmes qu'on a abordés, notamment durant le cours sur la préparation physique et l'optimisation des facteurs physiques. On avait justement un peu abordé les jeux réduits, justement. On en a eu encore un bel approfondissement ici, donc c'était vraiment très sympa là-dessus. Will, je vais te donner la main pour la suite. Juste une petite chose, tout à l'heure, je vous ai dit que les cours de lundi et de mardi étaient consacrés à la nutrition. Je me suis un petit peu trompé, désolé, c'est consacré au facteur souplesse. La nutrition viendra un petit peu plus tard. De toute façon, vous avez reçu un mail avec le calendrier dans lequel je stipule bien que c'est les facteurs souplesse et pas nutrition. Merci Will de m'avoir corrigé. Voilà, Will, je te rends la main si tu as un petit mot à faire passer. Je voudrais juste dire merci à Marc pour son investissement, alors que je sais qu'il est extrêmement pris. Tu auras remarqué qu'entre-temps, nous étions conviés à une réunion auprès de la ministre, nous sollicitant encore pour de multiples réflexions. Donc voilà, sachez que les scientifiques font ça en plus de leur job important de remettre tout ça en place concernant l'université. Donc merci à toi, Marc, pour ce brillant exposé une fois encore. Et aussi à tout le monde de bien prendre maintenant, et je sais qu'on a beaucoup de réactions en ce sens, de bien prendre en compte maintenant l'aspect multidimensionnel de la performance sportive en foot ici, puisque l'exercice a été fait et transposé dans la réalité. Et donc, il y a un élément aussi, on parlait avec Jacques Duchâteau ce matin, c'est qu'un des objectifs de tout ça aussi, c'est qu'on est bien conscient que ce n'est pas peut-être vous qui allez programmer tous vos entraînements ou avoir toutes les connaissances ou compétences suffisantes pour programmer de manière très fine l'ensemble des paramètres de l'entraînement, mais ça doit vous donner aussi une compétence complémentaire, voire importante, de pouvoir, discuter avec d'autres collègues qui sont peut-être plus pointus en la matière de dosage des charges d'entraînement et des contenus d'entraînement, mais aussi de pouvoir avoir un niveau d'exigence par rapport à vos joueurs et à votre staff avec lequel vous allez travailler. Et donc, la lecture de ce que font vos collaborateurs, soit direct football, soit moins direct préparateur physique, kiné ou autre sport scientist ou autre nutritionniste ou autre scout, par exemple, et bien donc voilà, ça vous donne aussi un éclairage complémentaire sur ces éléments-là, même si je pense que l'exercice a été remarquablement fait pas de simplification, mais de vulgarisation, et que ce n'est pas une approche simpliste, mais de vous donner effectivement les éléments clés. Donc effectivement, il y a 2-3 dias synthèses capitales que vous devez absolument maîtriser, et je vous engage déjà à parfaitement les maîtriser, parce que ce sera un élément clé sur lequel on se basera pour votre évaluation, votre certification, de voir si vous avez bien compris la démarche. C'est l'élément le plus important que nous voulons développer avec vous dans ces cours plus scientifiques, mais que vous compreniez bien la démarche. Et Marc, tout comme Jacques, un mercredi prochain, vous auront proposé des diasynthèses qui sont essentielles et qui mettent le doigt sur les éléments clés à bien maîtriser pour comprendre l'ensemble de la démarche de planification en général de l'entraînement. Marc, encore merci beaucoup pour ton intervention.
tu es fait un prêt pour d'autres projets dont on va parler dans quelques instants, puisqu'on a eu de l'information entre-temps pendant le séminaire. Oui, j'allais dire, il y a manifestement des choses dont je ne suis pas au courant. Je sais que tu es très pris quand tu parles et que tu peux. Donc, c'est notre avantage. Nous, on peut regarder les mails, les chats et plein de choses en même temps, mais on va t'en parler dans quelques instants. Voilà. Merci à toi. On se voit. Enfin, pour ma part, merci à tout le monde aussi et des sympas messages qui nous reviennent très régulièrement. On s'entend, on se voit de toute façon lundi avec le professeur Nathalie Guissard qui va donner un éclairage complémentaire plutôt davantage à l'exposé de Jacques Duchâteau. Mais vous allez voir que tout se tient, tout se lie. Vous l'avez encore vu aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de tous les autres. Il faut tenir. Mais on va s'en sortir. À bientôt. Salut tout le monde. Bonne fin de journée.